Salut Alex, je te souhaite la bienvenue dans cette interview du laboratoire du web. J'espère que tu es en forme pour passer entre 45 minutes et 1 heure ensemble. Salut Fabien, écoute, merci de m'inviter pour cette interview, ça me fait extrêmement plaisir et ouais, je suis en forme, aucun problème. Super. Eh bien, le plaisir est tout partagé. On va parler dans cette interview de mindset. Tu vas nous donner de manière directe ou indirecte tous les conseils que tu peux avoir qui font qu'aujourd'hui tu es un entrepreneur. Et pour commencer dans le vif du sujet, je vais t'inviter à te replonger dans ton passé et à nous dire quel enfant tu étais, aussi loin que tu puisses t'en souvenir. Ah, intéressant comme question, parce que c'est vrai que tu peux faire pas mal de ponts entre l'enfant que j'étais et la personne que je suis aujourd'hui, donc on n'a pas souvent l'habitude d'entendre cette question, c'est intéressant. Alors quel enfant j'étais? Déjà, j'étais un enfant qui faisait beaucoup de choses, parce que à l'âge de 4 ans, j'ai commencé le sport, donc le judo, j'étais inscrit à un club. J'ai commencé la musique aussi, j'étais inscrit au conservatoire. Et en plus de ça, je suis d'origine grecque, donc mes deux parents sont grecs. Et si tu veux, en plus de l'école française, nous, le samedi, enfin le week-end, en plus, quand les copains jouaient au foot, tout ça, nous, on allait en plus à l'école grecque, donc pour apprendre le grec. Donc, tu vois, j'avais déjà un emploi du temps qui était bien chargé. Donc j'étais un enfant qui était actif. Après, au niveau social, j'avais pas mal de potes quand même. Donc à ce niveau-là, il y avait pas trop de problèmes. Et j'étais aussi très très rêveur dans le sens où je passais beaucoup de temps avec moi-même. Par exemple, je sais que quand j'étais petit, je dessinais énormément et je lisais beaucoup aussi. Et tu vois, tous ces traits-là de caractère, c'est-à-dire le fait d'être pas mal entouré, le fait de faire beaucoup de choses et le fait d'être encore assez rêveur et assez replié sur moi-même sur certaines activités, bah, je le retrouve encore aujourd'hui beaucoup. Ok, donc un enfant déjà très actif. Bah ouais, en fait, c'est mes parents voulaient, enfin, ont quand même eu une exigence assez importante par rapport à leurs enfants. On est trois dans la famille, j'ai une grande sœur et un petit frère. Et c'est vrai qu'ils nous ont inscrits assez tôt à pas mal d'activités. Ouais. Ok, et la musique te prenait du temps aussi? Pas mal La de musique temps? me prenait beaucoup de temps également. Alors c'était marrant, tu vois, parce que le judo me prenait également aussi beaucoup de temps et les deux activités, elles se tiraient un peu dans les pattes l'une de l'autre. Par exemple, tu vois, quand je faisais du judo, bah, avec le kimono, tu as tes doigts qui se font un peu arracher. Donc, quand tu arrives pour jouer du piano avec du sang sous tes doigts, ta prof de piano n'est pas forcément très contente. Mais oui, oui, la musique avait une part importante dans ma vie, comme le sport. Et puis surtout, euh, comme je suis allé au bout de mes études musicales, surtout à la fin, ben, tu es obligé, si tu veux passer tes diplômes et tes médailles, tu es obligé de pratiquer ton instrument tous les jours, quoi. Donc, ouais, ça a pris une grosse part de mon enfance et de mon adolescence, la musique, tout à fait. C'est rigolo parce que tu es le premier entrepreneur qui a eu un parcours quand même très proche du mien pour le côté musique, pour avoir fait le conservatoire, du sport à côté, d'avoir fait des heures de cours, de m'être retrouvé. Alors, je sais pas toi à quelle époque tu as fini le conservatoire. J'avais fini moi en même temps que j'ai passé mon DEM à l'époque en même temps que le bac. Enfin, il y a eu Oui, tout qui était en même temps. pareil. Et donc, j'ai une petite idée de ce que ça a pu représenter. Exactement. Non, bah, c'est exactement ça. J'ai eu mon bac à 16 ans et j'ai fini mon diplôme de fin d'études à peu près à ce moment-là aussi. Au judo, l'année d'avant, je venais d'avoir ma ceinture noire. Donc, tu vois, en fait, tout s'était goupillé à peu près au même moment et ça donnait effectivement un emploi du temps assez chargé. Surtout que à cette époque-là, quand tu commences à être en terminale, tu n'as plus forcément envie de passer tout ton temps à faire ces activités-là. Tu as plus envie d'être avec tes potes dehors et profiter un petit peu de la vie. Et ce qui fait que, bah, en fait, après, j'ai mis la musique sur pause pendant un bon moment parce que j'ai eu une éducation qui était bah, très scolaire, très stricte au niveau de mon éducation musicale, j'entends. Et ouais, au bout d'un moment, ça m'a calmé de la musique, en fait, tu vois. Et j'ai eu besoin d'une période de plusieurs années même, sans toucher à un instrument parce que, ouais, parce que j'en avais marre, quoi. Et j'ai eu le besoin
de réapprendre à aimer la musique pour de retrouver le côté plaisir plutôt que le côté strict de l'éducation musicale. Alors, je sais pas si pour toi ça t'a fait ça aussi, mais en tout cas, Si, moi si, c'était. je vois de quoi tu veux parler. Moi, je l'ai vécu plutôt vers, ouais, si, c'est à peu près aux mêmes âges, vers 15-16 ans, les mercredis après-midi, que tu as envie de passer plutôt avec Exactement. tes potes qu'au conservatoire. Mais au final, moi, ça a quand même tenu. Ouais. J'ai continué, moi, après le conservatoire, pendant mes longues études, j'ai fait un cursus de perfectionnement. Donc, j'étais au CNR de Bordeaux. Mais Mhm. petit à petit, ouais, petit à petit, la musique, j'ai plus en plus cherché le côté plaisir. Mhm. Tu vois, j'ai voulu me diversifier plutôt dans tout ce qui était jazz. Ouais. Voilà. Même si finalement, j'ai jamais poussé vraiment très loin là-dedans, mais bon, je vois quand même ce que tu veux dire. Et du coup, quand tu étais jeune, donc tu avais toutes ces activités, l'école, etc. Tu te voyais faire quoi plus grand? C'était quoi tu te voyais comment? Qu'est-ce que j'avais envie de faire? Plusieurs choses. Je sais pas si tu te rappelles de l'émission du samedi soir, là, la trilogie du samedi. Ah si, Euh, j'adorais. et ben, t'avais une émission qui était géniale qui s'appelait Le Caméléon avec Jarod. Ouais. Et du coup, moi, j'avais très envie d'être Jarod et de faire plein de choses parce que je savais pas vraiment vers quoi me diriger et tout me faisait envie, en fait, tu vois. Je pense que c'est peut-être lié au fait que, justement, dès mon plus jeune âge, j'ai fait pas mal d'activités différentes entre le sport et la musique. Donc, j'avais pas forcément envie de me mettre dans une voie particulière. Alors après, si je devais citer qu'un seul métier que je rêvais de faire, c'était dessinateur de manga. Parce que j'étais aussi passionné de manga, je dessinais énormément. Et ouais, je pense que si je devais t'en donner qu'un, ce serait dessinateur de manga. Ouais. Oui, non, mais je comprends tout à fait. D'ailleurs, alors je vais un peu spoiler sur la suite. Je suis en train de faire donc, notre interview là sera publiée avant, mais je suis en train de lancer une vidéo de présentation de la chaîne YouTube Mhm. et où justement dedans je parle de mon côté caméléon que j'ai eu dans ma vie en faisant différentes activités. Du coup, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et justement, je fais une petite aparté. Enfin, je parle de cette série Jarod du caméléon qui me fascinait à l'époque. Moi, Et ben voilà, je voulais être Jarod aussi. exactement. Tu vois, on se Bah comprend voilà, là-dessus. on est deux Jarod. Bon, on n'est pas pilote d'avion, chirurgien et ce qui Pas peut. encore. Je plaisante. Non. Non, c'est vrai. Ok, donc je vois très bien. Ça me parle très bien comme parcours de vie. Et du coup, avant qu'on fasse le pont avec tout ça, Oui. est-ce que tu peux présenter le Alexandre d'aujourd'hui, ce que tu fais en tant qu'entrepreneur? Ouais, tout à fait. Bah, le Alexandre d'aujourd'hui, il a quand même dû faire des choix et trouver un job. En fait, ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'ai un site internet qui s'appelle composersamusique.fr. Donc, c'est un blog et le but de ce blog, c'est de rendre toutes les activités qui touchent à la composition musicale accessibles à tous. Alors, la composition musicale, c'est un domaine qui est assez transverse parce que si tu veux être capable d'écrire des chansons, il faut que tu connaisses un minimum le solfège, ce qu'on appelle le songwriting, c'est-à-dire les techniques pures d'écriture musicale, la musique assistée par ordinateur, puisqu'aujourd'hui, toute la création de chansons passe par ordinateur et les logiciels, donc la prise en main des logiciels, et le côté aussi mixage, donc c'est-à-dire ingénierie du son. Donc voilà, ces quatre pôles-là, solfège, songwriting, musique assistée par ordinateur et mixage, j'essaie de rendre ça le plus clair possible et le plus accessible possible à travers des articles gratuits sur mon blog et pour me rémunérer des formations payantes qui vont un petit peu plus loin et au plus profond des choses. Ok, chouette. T'as démocratisé un peu un univers qui n'était pas forcément très accessible. Et Surtout qu'en plus, il y a les outils qui ont aidé et plus que tu as mis en place, c'est vrai que tu as démocratisé quand même un univers pas, un peu comment, sombre pour ceux qui connaissent pas, mais en même temps, tu t'adresses à un besoin qu'ont beaucoup de gens. Tu parlais de plaisir tout à l'heure dans la Mhm, musique, mhm. qui souhaitent pas être des compositeurs forcément de renom, mais de pouvoir composer des chansons pour eux, de pouvoir faire des. Ouais, c'est intéressant ce.
Ouais, complètement, ou même, même juste, tu sais, apprendre le solfège, hein. Ceux qui veulent juste interpréter des œuvres pour se faire plaisir sur leur instrument et être capable de déchiffrer des partitions pour y arriver, bah, je m'adresse aussi à eux. Alors, j'ai un peu élargi mon domaine d'activité avec le temps et la vie du blog, mais effectivement, à la base, c'était centré sur la composition et j'ai un petit peu plus élargi aux quatre domaines naturellement, aux quatre domaines que je t'ai énumérés. Mais après, tu vois, si j'ai fait ce choix-là et ce parti-là, c'est aussi parce que je me suis basé sur mon expérience et sur ce que j'ai vécu moi. Et en tant qu'élève, quand tu suis des parcours classiques, bah, tu apprends beaucoup à interpréter une œuvre. Tu es capable de reproduire une œuvre, mais pour tout ce qui est côté, donc tu es un très bon artisan de la musique en fait, tu es capable de reproduire parfaitement quelque chose. Mais par contre, pour tout ce qui est côté création et vraiment produire tes propres trucs, bah, t'as pas grand-chose au final, tu vois, et t'as pas cette demande-là. On n'y répond pas vraiment en école de musique, en conservatoire. Seulement si tu prends après, comme tu évoquais tout à l'heure, des classes de spécialisation, mais en tout cas dans le parcours classique, c'est presque pas évoqué. Et effectivement, comme il y avait un gros manque à ce niveau-là, que ce soit à travers l'éducation classique dans les écoles de musique et les conservatoires, mais aussi sur Internet, parce qu'il n'y avait rien, je me suis dit, tiens, ben, il y a peut-être quelque chose à faire. Et c'est pour ça que j'ai pris cette brèche-là, ce créneau-là. D'accord, chouette. Et du coup, tu peux nous en dire plus un peu sur le pont entre Alex qui fait ses études, termine Ouais. certainement un moment ses études, trouve comme tous un travail parce que faut bien commencer Mhm. à payer des factures et puis le lancement de ce blog. Ouais, complètement. Alors, on s'était arrêté du coup à mes années lycée où là, je faisais beaucoup de choses et tout. Du coup, j'ai arrêté un petit peu la musique à ce moment-là parce que j'en avais un petit peu marre, mais aussi par défaut parce que je suis rentré en classe préparatoire, donc j'avais beaucoup de travail. Après, j'ai fait une école de commerce, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, en parcours commerce international. Et en fait, j'ai fait ça surtout parce que j'avais envie de partir en Erasmus à l'étranger. C'est pas du tout par vocation, parce que je me suis dit, OK, ce parcours-là, je sais que je peux partir, je peux profiter, donc on va faire ça. Et donc, je suis parti en quatrième année en Pologne. Et en Erasmus, on a énormément de travail, comme tu t'en doutes. Non, j'avais, non, j'avais 8 heures de cours par semaine. Ah oui, Et ça. donc, j'en ai bien profité pour voyager, pour faire la fête. C'était vraiment une année géniale. Mais en même temps, je me suis dit, bah écoute, Alex, tu as quand même la chance d'avoir devant toi une année où tu as du temps pour toi. Et tu sais qu'après, dans tes études, il te reste seulement une année et après, tu vas devoir travailler. Donc, autant mettre à profit tout ce temps que tu as pour essayer de trouver quelque chose que tu as envie de faire, en fait. Et quand tu réfléchis en fait à ce que tu as envie de faire plus tard, tu as plusieurs moyens d'y arriver. Alors, ce qu'on voit souvent, c'est un conseil qui est de se tourner vers ses passions, ce qui est très vrai aussi. Et un bon moteur aussi, c'est de savoir ce que tu ne veux pas faire. Si tu sais pas ce que tu veux faire, bah, au moins tu peux savoir ce que tu ne veux pas faire. Et je savais que à travers mes différents stages et les différentes expériences que j'avais vécues, je ne voulais absolument pas travailler dans le monde de l'entreprise classique. Je ne voulais pas être salarié parce que c'était pas un modèle qui me convenait. Et je savais que je ne pouvais pas être épanoui là-dedans. Donc, je savais déjà à ce moment-là que c'était niette et qu'il fallait absolument que j'entreprenne et que je fasse ma propre entreprise. Et tant qu'à faire, bah, autant que ce soit une entreprise en lien avec une activité que j'aime, donc bah, à savoir la musique, comme j'en faisais depuis que j'étais petit. Et bah, pourquoi cette idée de la composition? C'est parce que c'est ce que je t'ai expliqué juste avant. C'est parce que je me suis rendu compte que sur Internet, tu avais énormément de sites qui t'apprenaient à jouer des instruments, à jouer de la guitare, à jouer de la piano, à jouer du piano, mais bah, tout ce côté-là, vraiment création, tu l'avais pas. Et je me suis dit, tiens, bah, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, bah, j'ai commencé en fait le blog pendant mon année Erasmus, hein, entre deux gueules de bois en me levant le matin. Je bossais sur mon truc et je l'ai fait en parallèle de mes études, Master 1, Master 2. Bah, après, j'ai eu mon diplôme d'école. Alors, c'était chiant à ce moment-là aussi parce que j'étais plus du tout motivé, parce que le blog bah, grandissait quand même pas mal. Mais voilà, j'ai mis vraiment le dernier coup de collier pour avoir mon diplôme et être tranquille. Et après, je me suis dit, tiens, ben, au pire, c'est pas grave, t'as ton diplôme, donc tu trouves un taf. Et au mieux, bah, tu essaies de te lancer et puis voilà, tu vois si ça fonctionne ou pas. Et j'étais arrivé au bon moment où, bah, pendant ces 2 années-là,
le blog, il avait quand même pas mal rencontré son public à travers la publication de mes différents articles gratuits. Donc la transition, elle s'est faite assez rapidement et j'ai pu en vivre en proposant un premier produit payant à tout le lectorat que j'avais gagné au fur et à mesure du temps en publiant mes différents articles. J'ai écrit un livre numérique sur la composition musicale et voilà, à partir de là, j'ai gagné mes premiers euros sur Internet et c'était parti. J'ai pu en vivre. Cool. Du coup, sans faire d'analyse psychologique, en fait, ton Ouais. blog, ça t'a un peu réconcilié avec le plaisir de la musique que tu commençais à perdre à la Exactement. fin du lycée? Ouais. Ouais, complètement. Je te dis, j'ai vraiment eu une période de quand même, je pense, 2-3 ans où j'ai pas touché un instrument. Et à partir du moment où le déclic, c'est que j'ai eu un morceau que j'écoutais, que j'aimais bien, je me suis dit, tiens, j'ai envie de le jouer, tu vois. Et c'est reparti comme ça. Et après tu rejoues, tu as des groupes et le plaisir te revient. Et effectivement, le blog, ça a été une bonne thérapie, entre guillemets, dans le sens où, en fait, si tu veux, tout ce que j'avais appris de manière mécanique comme un automate au conservatoire, eh ben, j'en comprenais l'utilité enfin maintenant, parce que quand tu dois expliciter une notion, ben forcément, tu dois avoir beaucoup de connaissances par rapport à cette notion-là. Et c'est seulement en fait en faisant des recherches pour l'écriture de mes articles que j'ai commencé à faire le lien en fait entre ce que j'apprenais et l'utilité de ce que j'apprenais. Je dis ah ok, ah ouais ok, les tons voisins en fait ça sert à ça. Et donc ça, c'était une blague pour les musiciens. Euh, et ouais voilà. Et à partir du moment effectivement où j'ai commencé à mieux comprendre ce que j'apprenais, bah, le plaisir revient aussi également. Tu dis ok bah j'ai pas je comprends en fait les choses et dans ces cas-là, tu prends plus facilement du plaisir à les appliquer. Et du coup, est-ce que ça t'a fait comme moi le fait euh, de se dire, ok, ça a pas tout, c'était pas une, comment dire, c'était cool quand même, c'était cool comme vie d'être au conservatoire et tout, même si à un moment donné ça te lasse. Mais après, quand tu es adulte, tu te dis, heureusement que je l'ai fait, parce que maintenant, je prends plus facilement de plaisir, c'est plus, tu Ouais, vois ce bah, que je veux dire? complètement. J'ai des acquis que j'ai pu avoir seulement parce que j'ai travaillé mon instrument pendant des heures et Quelques parce heures. que ouais, c'est ça. Et parce que voilà, bah, tu dois bosser, tu fais des dictées rythmiques, des dictées mélodiques, donc ça travaille ton oreille, ça travaille ton sens du rythme, tu travailles ta lecture de notes, tu sais déchiffrer des partitions. Et en fait, ça, c'est des acquis, bah, tu t'en rends pas compte sur le moment, mais ça te sert énormément en tant que musicien après. Donc, ouais, complètement. Je suis content, même si sur le moment, c'était pas une partie de plaisir, je suis content d'avoir pu bénéficier de ce bagage-là. Et aujourd'hui, dans le métier que j'exerce, c'est un avantage qui est certain. Ouais, c'est vrai. Ouais, et puis même à titre perso, tu vois, là, je me suis dit, tiens, je vais me faire un nouveau morceau de piano. Je suis en train de travailler la fantaisie impromptue de Chopin. Bah, Ah, c'est des avec trucs. binaire ternaire, main gauche et main droite. Ouais, je l'ai joué Ouais, celui-là aussi. exactement. Ah ouais. Bon, seuls les musiciens comprendront. Mais du coup, c'est un plaisir que je pourrais difficilement avoir si j'avais pas eu toute cette discipline pendant toute mon enfance. Mm. Et donc, même si ça a été dur, finalement, aujourd'hui, ça me permet de me faire plaisir sur presque n'importe quel morceau, faut peut-être pas exagérer. Il y en a comme le répertoire de piano ou même du violon, il y en Ah, a des trucs atroces. complètement. Mais ouais, ça permet de se faire plaisir sur beaucoup de morceaux. Ouais, Donc, bah, ouais, c'était juste pour la fantaisie impromptue, il est déjà costaud, hein. Surtout fantaisie. Ouais. si tu joues à la vitesse réelle, il est pas mal, hein. Ah, il commence à être bien. Et du coup, pour revenir sur le blog, parce que tu nous Ouais. as balancé que tu avais fait ça entre deux gueules de bois, mais Oui. il y a un truc qui revient souvent chez des entrepreneurs, c'est qui tentent comme ça de se digitaliser, enfin en tout cas d'aller se mettre sur Internet, c'est que il y a plein de blocages sur le chemin, et que ce soit sur la création du site, que ce soit enfin, on se pose toujours mille questions, on se Mhm, crée toujours des problèmes avant même de savoir si on va avoir les problèmes. À ton mhm. avis, qu'est-ce qui fait que sur ces 2 ans, pendant ton Erasmus et ton Master 2, qu'est-ce qui fait que ton site, bah, tu as réussi à le mettre en marche, tu as réussi à continuer à avancer, que ça a fonctionné. Enfin, c'est toi, selon toi, c'est quoi? C'est de la chance ou il y a aussi d'autres choses?
Je pense que j'étais animé par un moteur qui était assez puissant et c'est ce que j'ai expliqué juste avant. C'était vraiment l'idée, en fait, si tu veux, de devoir travailler dans le monde de l'entreprise à l'issue de mon diplôme. Il était tellement difficile à vivre pour moi que, en fait, si tu veux, me travailler alors que tous mes potes faisaient la fête ou me lever le matin avec une gueule de bois pour travailler, bah, à côté, c'était facile, en fait, tu vois. C'était la contrainte était beaucoup plus simple pour moi que la contrainte de me dire que je suis coincé dans un job. Donc, à partir du moment où j'avais ce moteur-là, bah, c'était facile en fait, tu vois. C'était assez simple pour moi et j'avais pas de limite, pas de. Alors, je dis que j'avais un diplôme et que au pire je trouverais du taf, mais je considérais pas l'option en fait. C'était je réussis et c'est tout, tu vois. Hmm. Et je pense que ça m'a pas mal animé. Et j'avais un autre aussi moteur, je pense. Alors, tu vois, moi souvent c'est des moteurs qui sont un peu négatifs. C'est mes parents en fait qui n'étaient pas du tout derrière moi et qui, alors je les excuse dans le sens où c'est une génération qui est différente. Donc quand tu leur dis que tu vis de la musique, que tu veux vivre de la musique, ils comprennent pas. Et quand tu dis que tu veux vivre de la musique sur un blog, ils comprennent encore moins, tu vois. Pour eux, c'est inconcevable. Et donc, bah, c'était beaucoup, tu n'y arriveras jamais, c'est mort, trouve-toi un métier, c'est n'importe quoi. Et bah, j'avais aussi ce moteur-là de prouver, en fait, de dire, bah si, tu vois, j'ai raison et je sais où je vais et je vais leur montrer que c'est possible. Donc, quand tu es quand t'es animé par ces deux gros moteurs-là, ça devient plus simple après. Et du coup, comment tu as fait pour lutter contre ces critiques enfin, comment tu as fait pour quand même rester motivé? Parce que je comprends hein, l'esprit de, je sais pas si c'est l'esprit de contradiction, mais le fait de vouloir prouver qu'on peut le faire pour prouver à ses parents qu'ils peuvent être fiers que finalement ça peut marcher, tout ça. Euh, Est-ce que tu as mis d'autres choses en place pour... Bah, je te cache pas que c'est compliqué, c'était pas simple, hein. Quand tu es dans une période où je sortais de mes études, donc j'avais aucune source de revenus, je vivais toujours chez mes parents. En plus de ça, donc ton quotidien, c'est trouve-toi un job, tu vois, et tu es dans l'incertitude de ton projet. Pour maintenir le cap, effectivement, c'est pas simple. Ce qui m'a animé, c'est bah, cet esprit-là, vraiment je pense que c'est lié à mon tempérament. Tu vois, dans la famille, comme je t'ai dit, on était trois et moi, j'ai toujours été un peu le rebelle, donc je voulais prouver qu'ils avaient tort par esprit un peu de contradiction. Mais aussi, je pense que j'étais, en fait, dans mon entourage proche, je comptais Laurent Breya du blog Apprendre la photo, qui est un des plus gros blogueurs en France, et aussi Olivier Roland Hmm. qui est le pape du blogging francophone. Donc en fait, j'avais, si tu veux, des modèles de réussite sous les yeux. Je savais que j'allais pas nulle part. Je savais que mon truc, il avait une audience. Je savais que je proposais du bon contenu. Donc quand tu as des modèles de réussite sous les yeux, alors effectivement, tu as toujours une part d'incertitude parce que tu sais jamais si ça va marcher ou pas, mais tu as quand même de bonnes chances d'y croire. Donc bah, comme j'avais foi aussi en mon projet, et surtout comme c'est un truc que j'ai développé au fur et à mesure, parce que j'ai construit l'audience pendant les 2 ans, euh, bah ouais, ça a pu marcher. Ouais. Ok, je vois, oui. Donc, ouais, t'avais, et je pense, ouais, c'est un truc qui est bien à comprendre. Je l'explique parfois. Tu vois, je suis sur Nantes. Je fais, alors hors confinement, je fais un atelier. J'anime un atelier marketing tous les mois. Mhm. Et j'essaie d'expliquer aux gens que quand ils ont un projet, le projet, ils doivent pas le mettre en second plan, en mode je vais faire ça à côté, et puis si ça fonctionne, j'en parlerai et je Mhm. commencerai à y croire, hein, parce que finalement c'est ça, c'est que s'ils le mettent en second plan pour les autres, ils le mettent aussi en second plan pour eux. Oui. Et je leur dis, mais il faut vraiment que, enfin, entrepreneur, que ce soit sur le web ou pas, c'est pas juste un rêve pour avoir plus de sous, ça doit être enfin, ça doit être ton nouvel objectif de vie, donc ça doit être au centre et donc tu dois en parler et tu dois assumer qu'il y a des côtés positifs et des côtés négatifs comme partout, qu'il y a des risques comme tout. Et, euh, et voilà, j'essaie de faire passer ce message-là. Et je pense que toi, naturellement, tu as eu ce côté de toute façon, j'ai pas envie d'être salarié. De toute façon, je veux réussir. Et donc, finalement, ça t'as trouvé tout ce qu'il fallait pour avancer. Ouais.
Après aussi, j'ai un côté qui est très rationnel et dans n'importe quelle activité, je pense que c'est important aussi de faire un calcul en fait des risques. Et je savais, tu vois, je suis pas fan de la stratégie de dire au contraire, tu vois, je brûle tout derrière moi et comme ça, j'ai pas de force, enfin, j'ai pas d'autre choix que d'y arriver. C'est pas ce que je préconise. Je savais en fait que justement, je prenais un risque modéré dans le sens où j'avais mon diplôme et je savais en fait que le risque n'était pas hyper important, donc j'ai pu le prendre, tu vois. Et quand je monte un projet, j'essaie toujours d'évaluer les différents risques et de faire le coût en fait de ça. Et si et c'est toujours ça en fait, hein, dans les processus de décision, c'est de voir est-ce que tu vas sur un chemin qui est hyper risqué ou pas. Si c'est trop risqué, ben tu tentes une autre stratégie. Mais quand tu prends un risque, il faut toujours que ce soit un risque mesuré. Et tu le mesures effectivement. Une bonne façon de le mesurer, c'est d'en parler à ton entourage, de te lancer dedans. Comme ça, tu peux avoir des feedbacks et voir sur quoi tu peux travailler si tu as différents freins qui arrivent en fait. Et en travaillant sur ces différents freins, bah, ça réduit le risque et tu sais que tu peux avancer dans la bonne direction. Ouais. Et je rebondis sur cette notion de risque modéré, parce que souvent, il y a quand même une grosse partie du risque qui est purement spéculative, fictive, enfin, qui est dans notre tête. On fait tout de suite des plans de ce qui peut se passer. Mhm. Et c'est marrant comment on peut se raccrocher à des choses qui... comment expliquer en fait? C'est quand tu m'as dit, je me suis raccroché au fait que le risque était modéré parce que j'avais mon diplôme. Et Mhm. ça m'a fait penser à moi en me disant, OK, bah, alors moi en l'occurrence, j'ai fait trois années de salariat, 3-4 années de salariat. Et je me suis raccroché sur le fait qu'effectivement, j'avais un diplôme, que j'avais déjà eu des emplois. Et donc, au pire, je pouvais retrouver un emploi. Mais au final, je me suis jamais confronté au fait de devoir chercher un nouvel emploi. Et ça se trouve, ça aurait pas été si simple que ça. Mais en tout cas, c'est enfin, dans ma tête, le risque était modéré parce que je me suis dit que j'avais ce diplôme et la possibilité d'avoir d'autres emplois. Mhm. Mais ça se trouve, si j'avais voulu chercher, j'aurais galéré. Mais en fait, j'en sais rien. Donc, c'est marrant comment le risque peut quand même avoir une notion un peu subjective Mhm. sur la manière dont on appréhende la chose. Et l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que tu peux te faire penser qu'un risque est important, mais en fait, c'est dans ta conception des choses qu'il est important et dans la réalité des faits, le risque n'est pas si important que ça. D'où l'importance, comme tu disais, d'en parler et de confronter, parce que ça, en fait, en parler, non seulement ça te permet de t'engager, mais ça permet en plus de confronter ce qui est de l'ordre de la spéculation au terrain, en fait, et quand on parle autour de toi, tu as des remontées, en fait, de voilà, des avis, des mises en garde, ce qui te permet en fait d'évaluer concrètement et de manière plus réelle tes différents risques, parce qu'on est sur un côté terrain et puis spéculation. Ouais. Aujourd'hui, je change un peu de sujet pour reposer les gens. Aujourd'hui, ça se cantonne à quoi tes passions? Parce que vu que tu as touché un petit peu à tout, est-ce que tu fais encore du judo? Est-ce que tu fais autre chose? Enfin, c'est quoi tes passions aujourd'hui? Alors, je ne fais plus de judo parce que je me suis blessé et du coup, ça m'a amené à changer de sport. Mais je fais toujours du sport tous les jours. Je fais du foot en salle et de la musculation. La musique, toujours, fait partie de mes passions, la lecture. Et après, de façon générale, je suis un être passionné, tu vois. Donc, j'ai ce que j'appelle personnellement des périodes black hole. C'est-à-dire que je vais me prendre de passion pour un sujet, tu vois, et je vais le potasser à fond pendant quelques temps. Et ce sujet peut varier à chaque fois. Je vais te donner un exemple. J'avais un coloc qui était, avant, quand j'étais en colocation, qui a attrapé une méningite. Il était à l'hôpital et il y a un pote, pendant une semaine, il s'est fait hospitaliser. Et il y a un pote, pour lui remonter le moral, lui a offert un poisson rouge, tu vois. Et lui, il n'avait rien à faire de ce poisson rouge en rentrant, une fois qu'il était guéri, en rentrant à l'appartement. Et tu vois, il l'a foutu dans un mini bocal et tout. Et je me suis dit, mais non, mais on peut pas le laisser comme ça, c'est un être vivant, machin et tout. Donc j'ai geeké le sujet des poissons rouges à fond, tu vois. Genre, j'ai regardé toutes les vidéos sur les poissons rouges, j'ai lu tous les articles sur les poissons rouges. Donc du coup, je t'ai construit un aquarium de ouf, petit système à eau et tout. Et j'étais vraiment passionné par les poissons rouges pendant longtemps, tu vois. Et ça m'arrive très souvent. Pendant le confinement, comme j'ai dû couper les cheveux de ma famille, bah, je me suis passionné et j'ai regardé je sais pas combien de tutos coiffure sur YouTube, tu vois. Et j'ai souvent des phases comme ça de passion, mais j'ai effectivement des passions durables qui sont quand même la musique, le sport et la lecture. C'est énorme.
Alors, je suis désolé, du coup, je fais dans cette interview beaucoup de références à moi, mais c'est pas pour le côté égoïsme. Hein. C'est juste que je me retrouve dans ce que tu dis, que j'ai ce côté aussi à. J'aime bien le mot que tu as utilisé, Black Hole. Voilà. Où ouais, j'ai toujours fonctionné comme ça, c'est qu'à un moment donné, je sais pas pourquoi, et j'arrive pas toujours à définir pourquoi ça vient, mais une nouvelle passion qui se crée. Alors moi, en moyenne, ça dépend des passions, mais sur la moyenne, c'est des passions qui peuvent être sur la musique ou pas du tout, sur le sport ou sur autre chose. Elles durent en moyenne 2-3 ans. Ces passions fugaces, ouais. Et j'ai pensé à ça parce que je sais pas quand est-ce que quand je me suis mis au tir à l'arc, par exemple, je me suis inscrit et puis il y a un moment, j'ai eu un déclic et ma vie tournait autour du tir à l'arc. Je dormais, je mangeais tir à l'arc, je regardais que des vidéos de tir à l'arc. J'ai l'impression qu'avec ça dans ma vie, que c'est limite si je me projetais pas en train de faire des JO, des JO de tir à l'arc. J'exagère peut-être un peu, mais voilà, c'était vraiment à fond. Et donc, c'est marrant d'entendre quelqu'un. On n'a pas de. Enfin, on a une. Comment dire, on est issu de lieux différents et tout ça. On s'est pas côtoyé, mais tu vois, de voir qu'il y a des profils qui reviennent, je trouve ça hyper amusant. C'est sûr, mais Wikipédia et YouTube, tu imagines pas le nombre d'heures que j'y ai passé. C'est le piège Wikipédia. Tu cliques sur un truc, tu tombes sur une biographie de quelqu'un, et après, hop, et tu te finis à lire des théories sur les trous de verre ou des trucs comme ça, tu vois. C'est terrible. Et puis quand tu t'intéresses à tout, bah, du coup, tu t'arrêtes pas. Ouais. Mais c'est ça qui est cool, c'est qu'au final, la vie est passionnante quand tu trouves tout passionnant. C'est un sujet inépuisable. Et je pense que c'est une bonne manière on parlait de caméléon tout à l'heure, d'être un caméléon à son échelle, si tu t'intéresses à tout. Oui, mais d'ailleurs, même au niveau marketing, ils ont trouvé un nom pour les profils comme ça. Enfin, ils ont utilisé plein de noms. Il y a eu slasher, scanner, enfin, des gens qui sont multi-casquettes. Okay. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, est-ce que il y a j'aime plus l'appeler comme ça, un défaut ou un blocage, enfin quelque chose, tu sens que tu dois travailler dessus, un trait de ta personnalité qui a tendance à plutôt te ralentir qu'autre chose. Oui, complètement, complètement. J'ai beaucoup de défauts et en fait, je pense que c'est aussi lié à ma personnalité et à mon parcours de vie. Chaque défaut a son revers et chaque revers, enfin, chaque qualité a son défaut et inversement. Et en gros, le côté justement être curieux de plein de choses et vouloir faire plein de choses, tu as un effet négatif qui, en tout cas pour moi, c'est que j'ai beaucoup le il faut. Donc, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, je dois absolument faire ci, je dois absolument faire ça. Et ça, t'as un double effet négatif quand tu as le il faut. Le premier, c'est que tu te mets une pression qui est terrible. Et du coup, en termes d'estime de soi, c'est pas ouf parce que à chaque fois, tu dois aller plus loin pour réussir à avoir l'estime de toi. Donc, ça peut avoir un effet pervers. Et l'autre côté négatif du il faut, c'est que tu es toujours dans une projection future. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Je serai heureux si je fais ci, si je fais ça. Et du coup, tu profites pas de l'instant présent. Donc ça, c'est quelque chose que je sais, sur lequel je dois encore beaucoup travailler. Je l'ai identifié et c'est pas facile. Ouais, je comprends, mais du coup, c'est là que tu vois. C'est pour ça que j'ai changé la question. Je mets plus défaut parce que déjà, à chaque fois que je parle de défaut à un entrepreneur, il me dit ouais, mais un défaut, ça dépend dans quel sens tu le tournes. C'est un défaut qui a une qualité. Je fais oui, c'est pas faux. Et puis, la majorité des entrepreneurs euh, ont une connaissance d'eux qui est quand même assez haute. Et en tout cas, cherchent toujours à mieux se connaître. Et donc, du coup, dès qu'ils identifient quelque chose, comme ils travaillent dessus, finalement, ce défaut, il se transforme petit à petit en qualité ou en caractéristique. Et, voilà, donc c'est pas la même question que quand on te pose en entretien quels sont vos défauts et que tu dis oui alors je suis assez Perfectionniste. comment je suis perfectionniste. Voilà, exactement, c'est le Ouais. meilleur celui-ci. Je suis perfectionniste. Ok. Et comment tu t'organises dans tes journées? Parce que les journées sont longues quand on est entrepreneur. C'est Tu vrai. peux faire ce que tu veux. C'est vrai.
effectivement. Ça dépend. Ta réponse préférée d'entrepreneur, ça dépend. Ça dépend du moment et de ce que je fais, parce que j'essaie quand même d'organiser mes différentes activités selon des blocs, en fait, pour être un petit peu plus productif. Donc, ça va dépendre. En fait, je mets souvent l'objectif. J'ai mon objectif à long terme, donc c'est-à-dire sur l'année, j'ai 2, 3 gros objectifs. En fonction de ça, je planifie des objectifs moyen terme et des objectifs court terme qui sont à la semaine et à la journée. Et j'organise ça par bloc. Donc parfois, ça va être des blocs d'écriture, parfois des blocs de tournage, des blocs de montage, etc., etc. On va prendre l'écriture parce que c'est là où je passe le plus de temps. Souvent, je me réveille à 9h, je crois, un truc comme ça. Je me lève jamais avant parce que j'ai identifié, si tu veux, mes moments de productivité, et le matin, c'est clairement pas un moment de productivité. Je vais travailler, donc je vais être sur mes tâches qui me demandent le plus de temps de cerveau disponible et le plus d'énergie, donc typiquement l'écriture. Le matin, jusque 13-14 heures, un truc comme ça. Je vais faire une pause je vais manger de 14 à 15, je vais faire une pause de 15 à 16 justement pour aller sur YouTube, pour lire des mangas, enfin vraiment, tu vois, pour déconnecter complètement et faire autre chose. Et c'est très important pour moi, en fait. Mes moments les plus productifs, c'est les moments où je ne fais rien, parce que ça me permet d'avoir des idées. Et l'après-midi, je vais faire des tâches qui sont un petit peu moins exigeantes, donc plutôt répondre à des mails ou faire des choses plus opérationnelles, comme par exemple le montage. Et le soir, je vais faire du sport et je vais voir des amis. Voilà. Ok. Ça, c'est une journée type à l'Alex. J'aime bien la. Vas-y, dis-moi. Ouais. Et le soir, pour m'endormir, je repars sur soit des blackouts YouTube, Wikipédia ou des livres. Jusqu'à 2h du mat pour finir sur la reproduction des kangourous. Exactement. C'est tout à fait ça. Ok, non, je vois. Et j'ai bien aimé, alors, je ne sais plus si j'ai noté la phrase correctement, que tes moments les plus productifs, c'est ceux où tu fais Exactement. rien finalement. Exactement. Et là encore, tu révèles un truc au niveau mindset entrepreneur qui est très bon, c'est que dans l'absolu, si on voulait extrapoler, dans l'absolu, le métier de l'entrepreneur, c'est de réfléchir. Parce que finalement, si tu réfléchis à des concepts et qu'après tu prends des gens pour te mettre en place tout ça, tu n'as pas besoin de faire d'autres choses. Alors évidemment, tout ça est limité par beaucoup de choses. Si tu commences, il faut bien faire des choses par toi-même. Si tu es l'effigie de ta marque, que c'est toi qui dois créer le contenu, forcément tu dois le faire. Enfin, mais dans l'absolu, quand même, je trouve, un des trucs les plus importants, c'est de réfléchir, de penser à des concepts, de penser à ce qu'on va enseigner, à ce qu'on va partager, la valeur qu'on va proposer. Et voilà, je voulais juste le souligner, parce que j'ai bien aimé cette phrase. Complètement. Mes moments les plus productifs, c'est ceux où je ne fais rien. Mais Je sais pas, en fait, je peut-être. excuse-moi, je t'ai interrompu. Vas-y. Mais en fait, le métier d'entrepreneur, je trouve que c'est un métier de créatif aussi. Et le fait voilà, d'être musicien, c'est pas finalement si différent que ça, parce qu'il faut de la créativité pour savoir dans quelle direction tu vas, pour savoir si tu es dans le marketing, pour savoir comment est-ce que tu vas présenter ton produit, quelle phrase tu vas utiliser, quel copywriting tu vas faire. Et tout ça, c'est vraiment du domaine de la créativité. Et donc, je pense que les entrepreneurs sont des artistes, et ils ont beaucoup à gagner à regarder en fait comment fonctionnent les artistes plutôt que les entrepreneurs. C'est-à-dire que si tu veux être un bon entrepreneur, alors effectivement, c'est très intéressant de regarder des interviews où la personne explique comment elle est montée à tant de chiffre d'affaires. Mais personnellement, je trouve que c'est plus intéressant pour moi de regarder comment font certains artistes, parce que je vais plus apprendre d'eux. Et justement, il y a une interview c'était Kian Kojandi, le mec qui a fait Bref, qui expliquait justement son processus de création. Et lui, il disait que c'était hyper important pour lui de jouer à la console, de rien faire, parce que c'est ce moment-là où il se retrouve avec lui-même qu'il commence en fait à engranger ses différents matériaux pour son spectacle. Il appelle ça amasser des jouets. Et une fois qu'il a fini par amasser ses jouets en faisant rien, au moment où il se met au travail, comme ça a travaillé un petit peu en back-end, donc en toile de fond, c'est beaucoup plus facile pour lui de les mettre en place. Et si tu es que dans la productivité, que dans l'exécution, tu peux pas avoir ces moments créatifs-là. Et pour un entrepreneur, c'est hyper important de les avoir. Et puis écoute, je suis complètement d'accord. Je te rejoins complètement. Moi, je le fais avec mon piano ou avec mon violon quand je suis
je travaille et puis à un moment donné, j'en ai marre, je me lève, je prends mon violon ou mon piano. Bon, du coup, c'est l'avantage de pouvoir savoir jouer, c'est pratique et ça me permet de partir dans autre chose. Et en général, j'ai plein d'idées quand je fais ça. En dehors des idées que tout le monde peut avoir quand tu es sous la douche, quand tu es en train de t'endormir, évidemment. Mais voilà, c'est ce côté-là de partir sur autre chose, ça éveille la curiosité et j'adore. Complètement. Et tu as un Et autre effet qui se coule, une petite parenthèse, tu ouais. as un autre effet qui se coule à ça, c'est que je pense en tout cas que pour réussir dans un domaine, c'est très important de t'inspirer d'autres domaines qui n'ont rien à voir, tu vois. Donc par exemple, là, je te parlais des artistes pour les entrepreneurs, et par exemple, tu as Stan Leloup de Marketing Mania qui avait expliqué ça. Il a dit qu'il avait trouvé son fonctionnement de chaîne YouTube, son positionnement, parce qu'il s'était inspiré de chaînes YouTube, non pas sur le marketing, mais sur les films et sur le cinéma. Et à partir du moment où quand tu commences à piocher dans des domaines qui sont différents du tien, et ben c'est là que tu peux commencer à faire des ponts et devenir beaucoup plus créatif. Donc c'est le deuxième effet de s'inspirer d'autres professions que la sienne. Bon, faut que tu arrêtes de penser comme moi là, c'est pas possible. Je l'ai marqué, justement, j'ai noté ce que j'allais dire. Et du coup, c'est cool que tu l'aies dit. Au moins, les gens ont compris que c'était important d'aller regarder ailleurs. Enfin, ça marche pour beaucoup de choses. Ouais. Je crois que euh, peu importe ce qu'on pense du personnage, c'est Idriss Aberkan qui disait une connaissance plus une connaissance égale une troisième connaissance. Mhm. Et là, c'est pareil. Imagine, tu veux te développer, peu importe ton activité. Bah, tu vas regarder, au lieu de regarder ce que font tes concurrents, tu vas regarder ce que font d'autres dans d'autres domaines, et puis tu peux créer quelque chose de complètement nouveau, et c'est Complètement. ça change tout. Exactement. Ok, bon, on va résumer ça. Mes moments les plus productifs, c'est ceux où je ne fais rien. Je vais, je vais le mettre en citation, je vais te l'appliquer, je vais la mettre en citation, je vais signer Alex Cousco, et puis voilà. Non? Pareil, Ouais, pas ouais. mal. Alors, faut bien la mettre dans le contexte, hein, parce que, Ouais, je suis d'accord. parce que sinon, Euh, Dis-moi, est-ce que euh, on parle beaucoup du pourquoi, du tout ça. Est-ce que toi, tu sais pourquoi tu fais tout ça dans la vie? Certains vont te dire ils ont un but ultime. Je sais pas, moi, je veux devenir président des États-Unis, je veux sauver la famille dans le monde. Tout ça, il y en a qui ont des grands projets et franchement, c'est chouette. D'autres qui n'ont pas ce grand projet. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une raison profonde qui fait que bah, tu continues sur cette voie et que c'est une voie qui te plaît. je pense que j'ai pas encore identifié mon grand pourquoi, c'est-à-dire le pourquoi je suis. Le grand pourquoi, ça veut dire pour moi, ça veut dire qu'est-ce que je fais sur cette terre, c'est quoi ma mission de vie et c'est quoi le rôle que j'ai à jouer là-dedans. Je pense que je suis à la step qui est juste avant, qui est de se connaître soi, de savoir ce qu'on aime. Et aujourd'hui, je suis capable d'identifier ce qui me fait plaisir et ce qui m'anime et ce que j'ai envie de faire. Je sais que dans mon métier, j'ai besoin d'avoir deux choses. Le premier, c'est donc par rapport à ma personnalité. Le premier, c'est l'apprentissage. J'ai besoin de faire un truc où j'apprends toujours des nouvelles choses. Et le second, c'est la création. Donc, j'ai besoin de créer des choses, que ce soit le contenu, les articles, de la musique, des vidéos. Voilà, j'ai besoin de ces deux choses-là. Donc, pour l'instant, j'essaie de me diriger vers ces chemins-là. Et je pense que en cours de route, j'arriverai à trouver mon grand pourquoi, mais forcément, ce grand pourquoi sera lié à ces deux composantes-là. Euh, donc aujourd'hui, pourquoi est-ce que je fais composer sa musique? C'est pour essayer de rendre la musique accessible à tous. Mais est-ce que c'est ma mission de vie et est-ce que dans 30 ans, j'aurai envie de faire ça? Non, tu vois. Enfin, je pense que je changerai. Et tu vois, par exemple, j'en sais rien. Je sais que dans ma vie, j'aimerais bien un jour être sur un truc qui soit plus en rapport avec l'environnement et faire un truc de protection des espèces marines. Ça, je sais que ça me ferait kiffer, tu vois. Donc, est-ce que ce sera ça mon grand pourquoi? J'en sais rien. Mais en tout cas, il y aura toujours mes deux composantes qui sont liées à ma personnalité que j'ai identifiées, qui feront partie de ce grand pourquoi. D'accord. Et bien, du coup, ça montre quand même un truc intéressant, c'est quand on n'est pas obligé d'avoir un pourquoi qui veut changer le monde pour réussir. Ouais. Certains l'ont et c'est cool, hein. Il faut des gens comme Elon Musk pour faire avancer le monde, mais tout le monde, enfin, ça t'empêche pas de réussir parce que t'as pas cette mission de vie. J'ai un pourquoi, on va dire, à court moyen terme. Mon pourquoi court moyen terme, c'est-à-dire pourquoi je fais composer sa musique, je le connais, tu vois. Mais est-ce que pourquoi je fais composer sa musique, c'est la même chose de pourquoi est-ce que je suis sur Terre, est-ce que c'est ma mission de vie?
je peux pas te le dire encore aujourd'hui, tu vois, parce que j'ai 28 ans et ça se trouve, ça va changer, tu vois. Elon Musk, quand il était sur PayPal, est-ce qu'il savait que son rêve ultime, ce serait de fonder Tesla et d'aller coloniser Mars avec SpaceX? Je sais pas, tu vois. Donc, on verra. Ok, mais c'est hyper intéressant. Euh, j'ai une question que je pose, alors je la pose plus, mais je la pose, enfin, à chaque fois, comment dire, je la personnalise parce qu'en fait, je peux pas m'en empêcher, moi. Dès que j'entends un truc qui est trop souvent utilisé, j'ai plus envie de Ok. l'utiliser, moi. J'aime pas faire comme les autres. Et donc, tu sais, souvent, on voit la question, si tu devais, enfin, imagine, t'as plus rien, tu dois tout recommencer de zéro, etc. Comment tu t'y prends? Mhm. Moi, je vais reformuler un peu la question. Tu me parlais de peut-être d'ici quelques temps trouver un projet dans l'environnement ou quelque chose qui t'anime pas mal. Ça serait quoi, toi, ta stratégie, en tout cas au niveau de la réflexion pour entreprendre un nouveau projet? Ah, intéressant. Je pense que bah, forcément, tu te consolides sur tous les acquis que tu as pu avoir. Donc, bah, tout à l'heure, on parlait de mesurer les risques. Donc, avant de me lancer dans un nouveau projet, je vais quand même beaucoup en discuter pour connaître la réalité du terrain et pour pouvoir évaluer les risques en conséquence. Si je connais les risques, après, derrière, je pourrais me dire, bah, est-ce que je le prends, est-ce que je le fais ou pas. Si je le fais, bah, après, je sais que je devrais m'entourer des bonnes personnes parce qu'aujourd'hui, dans mon entreprise, j'ai appris que le fait de recruter et de déléguer, bah, ça permet de faire des choses. Enfin, certaines personnes font mieux les choses que toi-même et c'est très important si tu veux monter ton entreprise en step-up de le faire. Donc, ouais, j'essaierai en fait tout simplement de prendre ce qui a marché comme stratégie de retirer les leçons en fait, des succès que j'ai pu avoir avec ma première entreprise et de les dupliquer sur un nouveau domaine, sachant qu'il y aura forcément des choses différentes liées, parce que c'est une entreprise différente dans un contexte différent, mais je pense que les piliers de ton entreprise sont les mêmes. Quelle que soit ton activité, tu sais que l'humain doit être au centre de tout. C'est la base, tu vois, plus que... Donc voilà, et ces leçons-là que j'aurais tirées de mes premières expériences, j'essaierai de les appliquer. Ouais, ce serait ça la stratégie que je ferais. Et du coup, ça serait le conseil que tu donnerais aux gens de se pencher essentiellement sur le côté humain plutôt que sur les stratégies techniques, déjà de penser à qui tu t'adresses, qu'est-ce que tu vas leur proposer, qu'est-ce que ça leur apporte comme valeur, enfin, mettre au centre l'humain. Ouais, alors ça, j'en parlais dans un contexte différent. J'en parlais de quand tu commences à avoir des personnes avec qui tu travailles autour de toi. Ah C'est qu'en oui, fait, ok. dans le sens où une entreprise, c'est une aventure humaine. En fait, avant Mm. toute chose, c'est plusieurs humains qui travaillent ensemble. Donc, si tu mets pas l'humain au centre, ça n'a aucun sens. Donc, c'était dans ce sens-là. Donc, oui, ça, c'est un conseil que je peux donner. Mais pour un conseil pour démarrer, entre guillemets, ce qui m'aurait aidé, c'est de savoir que en fait, il faut entreprendre, non pas forcément pour les avantages que vont t'apporter l'activité en question, mais il faut que mais parce que l'activité en question te plaît. Je vais te donner un exemple pour bien comprendre cette notion-là. C'est, imagine, je suis dans la musique. Tu ne vas Mm. pas devenir musicien pour les avantages que te donne le statut de musicien, c'est-à-dire être connu, avoir de l'argent, etc., etc. C'est pas une motivation suffisante d'avoir comme motivation les bénéfices liés à l'activité. Tu vas devenir musicien parce que tu aimes profondément la musique, parce que c'est ta passion. Et derrière, peut-être qu'effectivement, ça va t'amener à avoir les bénéfices qui sont liés à cette activité. Mais si ta motivation première, c'est les bénéfices, ça va pas fonctionner. Donc pour un entrepreneur, ou pour un infopreneur, si ta motivation première, c'est de te dire, bah, je vais commencer à ouvrir un blog parce que j'ai envie de vivre la semaine de 4 heures, ton moteur ne sera pas suffisant, en fait, tu vois, parce que tu auras un moteur qui sera lié au bénéfice et pas lié à une raison qui sera plus profonde. Donc, mon conseil à moi, c'est vraiment de trouver un moteur qui soit suffisamment puissant, un moteur profond. Et ce moteur profond-là, ben, on le trouve comment? Souvent en faisant quelque chose qui nous anime vraiment. Et ça doit être la première raison pour laquelle on le fait. Et donc, plein de fois, en fait, on fait des choix pour des mauvaises raisons, parce que justement, on pense que ça va nous apporter des avantages, parce que on pense que aux yeux de la société, ce sera mieux, ce sera un plus beau bénéfice. Mais c'est pas les vraies raisons qui nous animent nous.
Donc, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est d'apprendre à se connaître et de savoir ce qui nous anime et de faire des choses pour ça, en fait. Eh bien, écoute, ce sont d'excellents conseils que je rejoins parfaitement. Et on arrive sur la fin de cette interview. Oui. Donc, si les gens veulent te retrouver, tu l'as dit au début, ils peuvent te retrouver sur le site. Alors, composersamusique.fr. Sur Google, vous tapez Composer Musique. Je suis le premier site. Ok. Après, si les gens veulent te voir ailleurs, non, ils viennent sur Composer sa musique. Oui, sur Composer sa musique. Ok. Ouais. Super. Eh bien, écoute, pour finir, j'ai une micro-question. Il n'y a pas de bonne réponse. Tu réponds ce que tu veux. Allons-y. Il y en a qui sont très créatifs, d'ailleurs. Si tu avais un super pouvoir, ça serait lequel? J'ai déjà eu la discussion avec des amis. J'ai déjà réfléchi à la question, donc je le sais. Tu vois, les conversations de geeks de ouf. Moi, c'est la téléportation, direct. Directement. Okay. Ah ouais, de la téléportation, parce que ça te permet plein d'avantages à ça. Déjà, c'est un gain de temps qui est énorme. Après, ça te permet de changer d'environnement facilement. Imagine, tu as envie de te reposer, hop, tu te téléportes pendant ta sieste, tu vas aux Bahamas. Hyper simple, tu vois. C'est de loin t'es dans une situation de danger, hop, tu te téléportes, tu vas ailleurs. De loin le meilleur pouvoir. C'est vrai que c'est pratique. Il y a encore un peu de travail avant d'y arriver, mais c'est pratique. Ils avaient fait des tests scientifiques. Enfin, ils avaient réussi à J'ai lu téléporter, je sais plus, un photon. Un puis photon. après ouais, exactement. Ouais. Mais bon, le problème, c'est qu'ils doivent détruire et le reconstruire plus loin. Oui. C'est un peu problématique quand même. Complètement. Si on doit se faire détruire pour se faire reconstruire. Ouais, écoute, merci beaucoup pour cette interview. C'était chouette. Et avec grand plaisir. puis je te dis à une prochaine. J'ai beaucoup aimé les questions. Ça a permis de réfléchir sur des sujets un peu plus profonds et c'était cool. Merci beaucoup pour cette interview. Avec grand plaisir. Salut Ciao. Fabien.